Bonjour, je m'appelle Mathieu Boutillier, ma partenaire s'appelle Mabel Angelica Brand-Martinez. On est deux étudiants finissant en sciences de la nature au Collège Montmorency et on a fait notre projet final en chimie organique. Et donc la question à laquelle on souhaitait répondre, c'était comment on peut faire des perles comestibles à partir d'algues. Donc plus précisément, en fait, le but de notre expérience, de notre projet, c'était d'extraire de l'alginate de sodium, qui est une molécule qui se retrouve dans des algues brunes et d'en faire des perles d'alginate de calcium. On va revenir sur tous les détails, là, en fait, des 5 grandes étapes qui composent notre expérience. Donc là, je vais juste vous les énoncer pour que ce soit clair pour la suite. Donc, premièrement, ce qu'on a fait, on a fait 2 pré-traitements pour préparer nos algues. On a fait un pré-traitement à l'éthanol, qui est simplement de l'alcool, et on a fait un pré-traitement à l'acide chlorhydrique. Ensuite, on a extrait de l'alginate de sodium avec du carbonate de sodium et on a précipité notre molécule avec de l'éthanol. Ensuite, on a caractérisé notre produit. Donc ça permet de savoir si on a le bon produit et si ce dernier est pur. On a fait notre caractérisation par spectroscopie infrarouge et par point de fusion. La spectroscopie infrarouge, dans le fond, comment ça marche? C'est qu'on met notre molécule dans une machine et ça nous donne un espèce de graphique avec plein de pics. Et chaque pic correspond à une partie de notre produit. Par exemple, ici, en bas à droite, on a une molécule d'alginate de sodium et on a un lien OH qu'on appelle. Donc, on a vraiment un OH et ce OH-là va apparaître comme un pic précis. Donc, avec le graphique qu'on obtient, on est capable de savoir si on a la bonne molécule et si elle est pure. Ensuite, on a aussi utilisé une machine à point de fusion. Donc, ça fait simplement chauffer notre produit graduellement jusqu'à ce que notre produit fonde. Et là, on peut dire, OK, ben ça, c'est notre point de fusion et ça me donne d'autres informations sur notre produit expérimental. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test par sphérification. Donc, on a créé des petites perles avec notre produit en le mettant en présence de chlorure de calcium. Donc, l'alginate de sodium, c'est quoi? Dans le fond, l'alginate de sodium, c'est une molécule qu'on retrouve dans les algues. C'est un dérivé de l'acide alginique. Dans le fond, l'alginate de sodium existe sous 4 formes dans une algue. Donc, la première forme, c'est l'acide alginique. Ensuite, on a l'alginate de sodium, l'alginate de calcium, l'alginate de magnésium. Ces 4 formes-là existent simultanément les 4 et en fait, c'est exactement la même molécule pour une petite différence qui est ce qu'on voit ici. Ici, on a un NaOOC. Na, c'est un atome de sodium, donc ça veut dire qu'on a de l'alginate de sodium. Si on avait du magnésium, du calcium, ce serait de l'alginate de calcium, de l'alginate de magnésium. Et si on avait un atome d'hydrogène, ce serait de l'acide alginique. Donc, ces 4 molécules-là, c'est tous des polysaccharides composés de 2 glucides, l'acide bêta-démanuronique et l'acide alpha-L-glucuronique. Et dans une molécule, par exemple d'alginate de sodium, les proportions peuvent varier entre ces 2 glucides-là. L'alginate de sodium, c'est une molécule qui est soluble dans l'eau, mais insoluble dans l'éthanol. Ça va être très important pour la suite. Il faut garder ça en tête. C'est principalement utilisé en cuisine comme épaississant et sa vraie utilité, en fait, c'est d'être transformé en alginate de calcium. Et l'alginate de calcium, dans le fond, comment on obtient ça? En fait, comment on fait ça, c'est on utilise l'alginate de sodium et on le met en présence d'ion calcium, donc juste seulement en présence de calcium. Ce qui va se passer, c'est que initialement, on a de l'alginate de sodium, donc on a des ions de sodium. Des ions de sodium, c'est Na+. Donc, il y a un plus, ça veut dire une interaction avec une chaîne d'alginate. Donc, il ne se passe pas mal rien. Mais si on met ça en présence de calcium, eh bien, le calcium, c'est Ca2+. Donc, il y a 2 interactions avec 2 chaînes d'alginate. Donc, les 2 chaînes vont être liées ensemble et ça va créer des grosses macromolécules qui vont faire des membranes. Donc, c'est comme ça qu'on obtient des gels comestibles, comme par exemple du faux caviar ou des bulles de thé aux perles. C'est aussi utilisé pour faire des bandages et pour faire des plastiques biodégradables. Donc, pour nos pré-traitements, le premier pré-traitement qu'on a fait, c'est un pré-traitement à l'éthanol. Ce que ça fait, c'est ça fait simplement retirer des pigments ou des lipides, donc des molécules indésirables qui vont être dans notre algue. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on met notre algue délipidée en présence d'HCl. L'HCl, ce que ça va faire, c'est que ça va transformer tous nos sels alginiques, donc l'alginate de calcium, magnésium et sodium, en acide alginique. Nous, pourquoi c'est important de faire ça? Eh bien, c'est parce qu'on veut partir d'acide alginique
pour ensuite le transformer en alginate de sodium. Et l'autre utilité du HCl, c'est de dégrader nos algues, donc dégrader la paroi des algues pour être capable d'aller chercher l'acide alginique qui se trouve dans les parois des algues. Comment on va aller chercher ça? Ben, c'est à partir avec du carbonate de sodium. Ce que ça va faire, le carbonate de sodium, c'est là que ça va transformer tout notre acide alginique en alginate de sodium qui va être soluble dans l'eau. Donc, ça va créer une solution assez visqueuse. Et ensuite on extrait notre alginate de cette solution-là? Eh bien, c'est en le mettant en présence d'éthanol concentré, puisque comme j'ai dit tantôt, l'alginate de sodium est insoluble dans l'éthanol. Donc, on va obtenir de l'alginate solide. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va faire une sphérification en mettant notre alginate en présence de calcium. J'ai une vidéo ici pour vous montrer ça ressemble à quoi. En rouge, la solution rouge, c'est une solution d'alginate de sodium. Et en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de déposer goutte à goutte cette solution-là dans une solution de calcium. En entrant en contact avec le calcium, l'alginate de sodium va devenir solide, devenir de l'alginate de calcium. Ça, c'est l'extérieur qui va faire ça, mais l'intérieur ne va pas entrer en contact avec le calcium, donc va rester de l'alginate de sodium. Donc, ce qu'on va obtenir, c'est des perles solides à l'extérieur et liquides à l'intérieur, donc comme des perles qu'on trouve dans les théoperles. Maintenant, pour ce qui est de la démarche expérimentale, je vais vous expliquer ce qu'on a fait étape par étape afin d'obtenir nos bulles d'alginate. Donc, la première étape a été de broyer environ 25 grammes d'algues brunes. Ensuite, on les a fait subir un traitement à l'éthanol de 70% pendant 72 heures. Donc, on a fait tout cela avant notre première séance de laboratoire. Maintenant, la première semaine, nous avons fait une filtration sous-vide afin de récupérer nos algues délipidées et on a mis ces algues dans un ballon de 1000 ml avec 500 ml d'une solution d'HCl à 0,1 molaire. Puis, on a effectué un montage à reflux. Un montage à reflux sert justement à chauffer une réaction. Donc, on a chauffé notre réaction à 60 degrés Celsius et pendant 1h30. La semaine suivante, nous avons refait une filtration sous-vide, cette fois-ci pour récupérer l'acide alginique. Et notez que lors de la filtration, nous avons lavé l'acide alginique avec de l'eau afin de retirer tout l'excès d'HCl qui pouvait rester. Ensuite, à la semaine 3, nous avons ajouté l'acide alginique dans un ballon de 1000 ml avec 500 ml d'une solution de carbonate de sodium à 3%. Et on a refait un montage de reflux dans les mêmes conditions que l'autre fois. Donc, on a chauffé à 60 degrés Celsius et pendant 1h30. Ensuite, nous avons eu une solution visqueuse et on a séparé cette solution dans des éprouvettes et on a mis ces éprouvettes dans une centrifugeuse. Donc, pendant 30 minutes à 4400 rotations par minute, la centrifugeuse sert justement à séparer les composants d'un produit selon leur poids. Donc, à la fin, ce qu'on a obtenu, c'est qu'en bas de notre éprouvette, on avait des déchets d'algues et en haut, le surnageant, c'était notre solution d'alginate de sodium. Et c'est justement ça qu'on a récupéré à la semaine suivante à l'aide de pipettes en verre. Et comme mon partenaire l'avait mentionné avant, l'alginate de sodium, c'est insoluble dans de l'éthanol. Donc, afin qu'il se précipite, on l'a mis dans de l'éthanol à 95% et on a mis le tout dans un bain de glace puisque lorsqu'on descend la température, lorsqu'on baisse la température, ça favorise la précipitation d'un liquide. Maintenant, à la semaine 5, nous avons effectué encore une fois une filtration sous-vide pour récupérer notre alginate de sodium. Puis, on l'a mis dans l'étuffe pendant 24 heures. L'étuffe, c'est comme un four, donc ça chauffe et c'est afin de faire évaporer, de retirer tous les liquides comme l'éthanol et l'eau. Maintenant, la dernière semaine, nous avons broyé notre produit séché. On l'a caractérisé par spectroscopie infrarouge et par point de fusion. Et la dernière étape a été la sphérification avec la solution de chlorure de calcium. Donc, ce qu'on a fait, c'est dissoudre notre alginate de sodium dans de l'eau distillée, prendre une petite quantité de cette solution à l'aide d'une seringue et la déposer goutte à goutte dans la solution de chlorure de calcium. Et c'est cela qui nous a permis d'obtenir nos bulles d'alginate. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse des résultats, si on se fie sur nos résultats des points de fusion, on constate que nos points de fusion concordent. En effet, nous avons obtenu un intervalle de 195 à 256, plus ou moins 2 degrés Celsius pour notre produit expérimental, et un intervalle de 210 à 262, plus ou moins 1 degré Celsius pour le produit pur fourni, donc l'alginate de sodium pur. Maintenant, les intervalles se superposent justement de 209 à 258 degrés Celsius si je tiens en compte leurs incertitudes. Normalement, lorsqu'on fait une caractérisation par point de fusion, les intervalles doivent être petits. On voit que les nôtres sont très larges. La raison pourquoi, c'est que notre produit s'est décomposé. Donc, au lieu de fondre, il s'est décomposé, il a comme brûlé. Maintenant, pour ce qui est du spectre infrarouge, on voit la présence de tous les pics caractéristiques de l'alginate de sodium. Donc, si on regarde la molécule d'alginate de sodium, il y a
la liaison OH-alcool, juste ici. Ensuite, il y a le CH qui s'appelle CHSP3-alcane. Il y a aussi la liaison CO de l'acide carboxylique, la liaison CO de l'alcool et le CO éther. Maintenant, si on regarde notre spectre infrarouge, en orange, on a le spectre de l'alginate de sodium pur et en bleu, on a le spectre de notre produit expérimental. Donc, dans le spectre, on voit bien la présence du lien OH-alcool de 3700 à 3000 cm-1, juste ici. Ensuite, à 2942 cm-1, on voit la liaison CH-sp3-alcane. Ensuite, à 1599 cm-1, on voit la liaison CO de l'acide carboxylique. On voit aussi la liaison CO-alcool à 1412 cm-1, ainsi que la liaison CO-éther à 1033 cm-1. Bref, il est vrai de dire que notre produit expérimental contient bel et bien de l'alginate de sodium. Cependant, notre spectre contient quand même des pics indésirables. En effet, si on regarde notre pic OH, on voit qu'il est très très grand comparé à celui du pur, sachant que la largeur et l'intensité d'une bande peuvent être influencées par le nombre de fois qu'une liaison se retrouve dans notre produit. Cette bande nous indique donc qu'on a des impuretés qui contiennent aussi des liaisons OH. C'est comme cela qu'on est arrivé à la conclusion que nos impuretés, c'est de l'éthanol et ou de l'eau, puisque l'eau, par exemple, on sait que c'est de l'H2O, donc ça contient que des liaisons OH. Et l'éthanol, on voit la molécule ici en haut à droite, elle contient une liaison OH d'alcool. Maintenant, pour ce qui est des points de fusion, comme je l'ai mentionné avant, nos intervalles concordent, ce qui nous aurait pu faire croire que notre produit était pur si on s'était fait seulement sur cette méthode de caractérisation. Mais ce n'est pas le cas. La raison pourquoi nos points de fusion concordent, c'est peut-être dû au chauffage de la machine. Donc, le chauffage a fait évaporer l'éthanol et ou l'eau. Donc, à la fin, ce qui restait, c'était un produit moins contaminé ou même un produit pur. Mais en prenant en compte tous nos résultats, il est vrai de dire que notre produit expérimental final est impur. Maintenant, pour les améliorations, ce qu'on aurait dû faire pour améliorer la pureté, c'est de laisser le produit se sécher pendant plus longtemps, donc pendant plus que 24 heures, dans les tubes, afin d'évaporer tout l'éthanol et ou l'eau qui restait. Ensuite, pour ce qui est du rendement, on a eu une masse initiale d'algues qui était de 25 grammes et la masse finale de notre produit est de 16,8 grammes, donc ça me donne un rendement de 67 ce rendement-là est très élevé malgré tout, puisqu'en théorie, on aurait dû obtenir un rendement autour de 20 La raison pourquoi c'est 20 c'est parce que notre masse initiale, elle inclut plein d'impuretés qu'on a éliminées au fur et à mesure qu'on faisait notre expérience. Donc, tous les déchets d'algues, les lipides, les pigments, tout ce qu'on a éliminé pour seulement obtenir l'alginate de sodium, c'est pris en compte dans notre masse initiale. Donc, ça me donne un rendement qui est très élevé, en fait une masse initiale très élevée, donc un rendement qui devrait être assez petit. Donc notre rendement de 67 ça nous indique qu'il y a des gains. Dans notre cas, c'est nos impuretés qui sont probablement l'eau ou l'éthanol qu'on a détecté par spectre infrarouge, puisqu'on a un pic OH très prononcé. On a aussi eu des pertes, principalement des pertes mécaniques. En fait, dans notre expérience, des pertes mécaniques, premièrement, c'est des pertes qui se passent lors de manipulation. Par exemple, une certaine quantité de produit qui est resté collé après un bécher qu'on n'a pas pu mettre dans notre prochaine éprouvette pour après faire la suite de notre expérience. Donc, la principale source de pertes mécaniques, c'est le fait qu'on a manipulé des très grandes quantités. Manipuler des très grandes quantités, ça veut aussi dire qu'il y a une plus grande quantité de produits qui restaient collés. Donc, ça créait beaucoup de pertes lors de nos transferts. Ensuite, une autre chose qui s'est passée, c'est que ici, en haut, on voit nos éprouvettes après la centrifugation. Donc, au-dessus, on a une solution d'alginate de sodium et en dessous, on a notre dépôt d'algues. Nous, ce qu'on souhaitait obtenir, c'est seulement la solution d'alginate de sodium. Donc, on a utilisé des pipettes pour extraire cette solution-là. Mais quand il restait une toute petite quantité de solution, le dépôt d'algues commençait à se décoller et rentrer dans nos pipettes, ce qu'on ne voulait pas. Donc, on était obligé de laisser une certaine quantité de produit dans nos éprouvettes. Donc, ça a créé des pertes mécaniques. On a aussi eu des pertes par solubilité, puisque lorsqu'on a fait notre précipitation, on a utilisé de l'éthanol concentré, sauf que cet éthanol-là
a été mis en présence d'eau, donc a été dilué. Donc, ça faisait que notre alginate de sodium, une certaine quantité de cet alginate-là, était encore en présence d'eau, donc était encore dissous dans l'eau. Donc, ça veut dire qu'il est passé à travers notre filtre. Donc, on n'a pas pu récupérer toute notre alginate de sodium lors de notre précipitation. Donc, pour améliorer ça, ce qu'on aurait pu faire, c'est simplement utiliser plus d'éthanol pour qu'il soit moins dilué, ce qui aurait fait une meilleure précipitation et moins de pertes lors de notre filtration. Maintenant, pour les améliorations générales de l'expérience, une façon plus efficace afin d'obtenir un meilleur résultat aurait été d'utiliser moins d'algues au départ. On aurait même pu juste utiliser la moitié de ce qu'on a utilisé. Non seulement ça ferait que le séchage à l'étude soit plus rapide et efficace, mais ça ferait moins de gaspillage d'alginate de sodium ainsi que de tous les autres produits chimiques qu'on a utilisés lors de l'expérience. En effet, à la fin de l'expérience, nous avons obtenu plus d'alginate de sodium que prévu, même qu'on n'en a pas tout utilisé pour faire toutes ces bulles ici qu'on vous voyez dans l'image. De plus, on aurait moins de pertes mécaniques puisque, comme Mathieu l'avait mentionné, vu qu'on utilisait des grosses quantités, on perdait des plus grosses quantités. Donc, si on avait utilisé des plus petites quantités, on aurait perdu des plus petites quantités lors de nos manipulations. Donc, ça ferait qu'on aurait un meilleur rendement. Maintenant, pour conclure, rappelons-nous que notre but ultime était d'extraire de l'alginate de sodium à partir d'algues brunes. Nous pouvons dire que notre extraction a été partiellement réussie puisque notre produit final est impur avec un rendement de 67%. Cependant, la partie de la cuisine moléculaire a été réussie puisque notre vérification avec la solution de chlorure de calcium a fonctionné. Nous avons obtenu nos bulles d'alginate qu'on voulait. Maintenant, fait amusant, si on avait voulu pousser l'expérience encore plus loin, ce qu'on aurait pu faire au lieu de bulles d'alginate, c'est utiliser notre alginate de sodium et le transformer en alginate de calcium en le mettant dans la solution de chlorure de calcium afin de faire des pansements ou des bandages d'alginate. Ces pansements et bandages peuvent arrêter les saignements et ils ont un pouvoir absorbant pour la fibrine étant une protéine présente dans nos plaies lors de la coagulation sanguine. Donc, et c'est pour ces raisons-ci que ces bandages et ces pansements sont très utilisés pour les plaies fibrineuses humides et les plaies hémorragiques. Merci. Merci.